à toutes et bienvenue à notre meet-up GNL Paris, numéro 12 déjà, chez Equimetrix. Merci beaucoup pour l'accueil dans ces magnifiques locaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria, je suis lead data scientist chez Théodo et je suis dans l'association depuis sa création en 2023, donc ça fait déjà un petit moment. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir ici aussi nombreux. Merci beaucoup à tous d'entre vous d'être venus. C'est vraiment très cool. Je vois beaucoup de gens que je connais déjà. Je vois aussi beaucoup de gens pour qui c'est la première fois. Et c'est vraiment super de voir autant de nouvelles têtes à chaque fois. Donc merci beaucoup et bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on fait, donc nous, on est l'association de GNL France et notre objectif, c'est de créer l'espace de partage, d'échange des idées, d'apprentissage de vos projets, sans filtre, sans aucune barrière, dans des conditions super bienveillantes. Et du coup, justement, en voyant cette communauté qui se matérialise comme ça, lors de ces meet-ups, c'est vraiment des moments hyper émouvants pour nous. C'est des moments très spéciaux parce que c'est comme ça, en fait, en voyant tous ces gens se réunir autour de leur passion, c'est comme ça, en fait, qu'on sait qu'on est en train de réussir dans notre mission. Donc, merci beaucoup à vous tous de participer à ça. Et donc ça, en fait, ce qu'on fait, c'est pas une fois en Paris, c'est tout un réseau de meet-up dans d'autres villes de la France. Par exemple, à Rennes, on a un meet-up, à Bordeaux et à Nantes. Et pendant tous ces meet-up, on voit la même ambiance, des gens hyper passionnés, des gens hyper inspirants et inspirés. Et on est hyper fiers de contribuer dans cette ambiance, dans la croissance de cette communauté incroyable. Et on est hyper fiers de voir vos projets réussir. On voit souvent les gens qui viennent, qui discutent et disent ouais, j'ai une idée dans tel projet. Des fois, c'est des idées qui paraissent complètement dingues, complètement incroyables et infaisables. Et en fait, parfois, quelques mois plus tard, ces mêmes gens ils viennent et disent ouais, bah, du coup, j'ai fait ça, j'ai monté mon projet, ça marche trop bien. Et c'est là en fait où on se rend compte qu'on vit dans une époque où on croit qu'il y a des choses qui sont peut-être pas possibles, mais en fait, on voit tout le temps des projets incroyables qui se développent devant nos yeux. Et on est hyper fiers de participer justement dans l'accélération de cette créativité en France. Et donc, je suis hyper fière de faire partie de cette équipe, tous ces gens que vous voyez ici. Ils ont contribué énormément et certains d'entre eux sont là ce soir, donc n'hésitez surtout pas à venir nous parler, à donner des feedbacks, proposer vos idées. On est super contents de vous voir et discuter avec vous. Et donc, si vous voulez contribuer au-delà de votre présence, en fait, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez déjà proposer faire un talk, un de nos meet-ups, proposer vos retours d'expérience. Vous pouvez aussi proposer vos logos, comme Equimetrix ce soir. Et surtout, en ce moment, il y a une autre possibilité de participer dans l'association, c'est de prendre des places pour notre conférence annuelle qui aura lieu le 28 novembre à la Cité universitaire. Et donc, pour ceux qui sont là ce soir, je vous propose un petit code promo qui vous donnera une remise de 20% sur le prix du billet. Donc, je laisse Maxime présenter le programme parce qu'en plus, aujourd'hui, on a confirmé un nouveau speaker. Et donc, je te laisse la parole. Ouais, bonjour à tous. Du coup, oui, notre grande messe annuelle, ce sera le 28 novembre, une journée dédiée intégralement à l'IA. Rapidement, du coup, l'idée du programme, c'est d'avoir un peu une vision 360, petit bingo consultant routier, mais l'idée, c'est d'avoir du texte, de la vision, de la voix, et beaucoup de retours très appliqués pour vous donner des idées. Donc le programme est en ligne, et ce soir, on annonce un nouveau talk. Ouais, vas-y.
On va parler aussi de robots. C'est un sujet qui est revenu beaucoup récemment, notamment avec les bots de Tesla. Donc on aura un talk de Dana et Yannick. Ah, il y a le nom de Dana est sauté. Donc Dana de Hugging Face et Yannick de Emerton. Donc l'idée c'est qu'ils ont fait un hackathon avec Hugging Face et ils ont appris à faire un petit robot open source from scratch. Et ça marche plutôt cool, donc ils nous expliqueront comment faire ça. Donc c'est cool. Et donc vous pouvez prendre vos billets sur le lien, on a le site c'est generative.ai.paris. Et comme la dernière fois, on fait un petit jeu pour vous faire gagner des places. C'est très simple. Je viens créer un post pour annoncer sur LinkedIn les deux speakers en plus. Donc l'idée c'est que vous mettiez un commentaire sur le post LinkedIn que je viens de faire. Donc vous pouvez trouver là. Et à la fin du meet-up, après les 3 talks, j'annoncerai les gagnants. Donc j'ai pas le nom le plus facile, mais ça peut aider pour me retrouver. THOO. Et puis je vous mettez un commentaire, et puis il y aura un tirage au sort. Et voilà. Et merci beaucoup à Pierre et toute l'équipe d'Equimetrics de nous accueillir dans les locaux, ils sont beaucoup de fun. Et merci à tous nos sponsors. Et merci beaucoup à Maria et Nicolas d'avoir organisé ce meet-up ce soir. Je laisse la parole à Nicolas. Et rebonsoir tout le monde. Donc, on va présenter le programme de ce soir. On va commencer par les 3 minutes GenAI News, qui j'espère vont durer 5 minutes en max. Par la suite, Pierre donc, de Equimetrics, encore une fois merci, il va nous présenter l'IA générative dans des processus décisionnels critiques au sein d'un leader de l'automobile. Par la suite, Aurélien qui est de Zilogic qui a l'avantage d'avoir à la fois le profil d'actuaire et également d'expert ML, donc c'est très très rare, qui va nous parler de comment réinventer l'accès à la connaissance en gestion des risques. Et enfin, Alexandre et Iris de chez Brut vont nous parler de la stratégie de Brut. Vous voyez que je ne connais pas par cœur éthique. La stratégie de Brut pour adapter des vidéos d'un type supervisé et co-construit avec leurs journalistes. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les news. Sinon je fais ça. Voilà, donc, alors on va directement commencer avec la première news côté Apple qui nous donne enfin accès à l'intégration native de ChatGPT dans sa version 18.2 bêta qui est disponible donc aux États-Unis ou en France si vous avez le VPN, ainsi que aux solutions de Apple Intelligence vis-à-vis de l'imagerie. Alors en parlant de l'imagerie, on a également Meta qui nous a annoncé le Meta Movie Gen, qui est un autre modèle qui permet de générer des vidéos à partir du texte. Donc au final, il n'est pas encore sorti, mais on peut voir que l'année 2025, entre OpenAI, Meta, Google et bien d'autres, on aura de plus en plus de modèles qui génèrent ce genre de contenu et on verra bien lequel va triompher sur le marché. Alors, on a également côté OpenAI 2 news. Alors, la première, un peu moins excitante, c'est celle de GPT qui débarque enfin sur Windows. Plus besoin de passer par le navigateur. Mais une autre news assez intéressante, c'est leur prochain modèle IA, leur grand modèle IA, Orion, qui sera disponible dès décembre pour les entreprises qui collaborent étroitement avec OpenAI. Alors, certes, on ne pourra peut-être pas directement le tester, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas des choses intéressantes à voir parmi les modèles, parce que NVIDIA nous avait lancé une bombe, donc leur dernier modèle qui s'appelle Llama 3.1 Nemotron, qui est évidemment le Llama mais fine-tuné avec NVIDIA, qui a des performances très très encourageantes. Et ce qui est intéressant, alors là c'est le classement de Hugging Face, alors attention, il est en bas, mais il est en bas parmi les meilleurs, il y a énormément de doublons avec Gemini, ChatGPT. C'est le premier, comme vous le voyez, à ne pas être propriétaire, mais avoir la licence Llama 3.1. Donc c'est quelque chose de open source et qui peut parfaitement tourner sur vos serveurs. Enfin, côté SaaS, on a Perplexity qui a lancé Perplexity Spaces, qui est une sorte de RAG, comme on vous a déjà parlé beaucoup de RAG, où on peut juste uploader des documents et donc travailler non seulement avec les recherches web, mais également avec des dossiers que l'on va lui transférer. Alors c'est quelque chose qui vous rappelle sûrement Notebook LM dont je vous ai parlé la dernière fois. Et bien cette fois-ci, ils ont non seulement une version gratuite, mais maintenant une version payante.
donc Notebook LM Business. Alors, c'est exactement comme la solution de Perplexity, à savoir, on peut intégrer nos fichiers de Google Drive, voire juste des PDF, et travailler avec son équipe pour justement s'informer, ou poser des questions, ou créer des dossiers à partir des informations contenues dans ces fichiers. Et ça concerne notamment les Google Slides et tout ce qui est dans la suite Google. Et à côté de Google, on a aussi Google Photos qui développe une meilleure façon de reconnaître si une image a été modifiée par l'IA ou non, ce qui peut être une très très bonne solution pour lutter justement contre des personnes qui utilisent l'IA générative de manière malveillante. Enfin, côté France, alors, Cocorico, on a les Arcachonnais qui vont donc pouvoir bénéficier de ChatGPT, la version payante. Le maire a déclaré que, jugeant que c'est un outil qui est absolument essentiel pour les personnes de tous âges dans leur quotidien, ceux qui ont la résidence principale ou secondaire à Arcachon pourront bénéficier de ChatGPT Pro, donc la version payante. Le site est déjà en ligne. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que le gouvernement considère de plus en plus l'IA générative non pas comme quelque chose de lointain, mais comme un outil concret qui peut s'intégrer dans le quotidien. Et je vous laisse enfin avec le State of AI. Donc c'est un rapport de plus de 200 slides qui a été publié. Pour le retrouver, vous allez juste sur stateof.ai. Et c'est assez intéressant parce que ça présente le futur de l'IA selon de nombreux experts, que ce soit au niveau de la recherche, du business, du futur, des technologies de développement, et ainsi de suite. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mais on va continuer et je vais à présent passer la parole à Pierre de Equimetrix. Donc déjà, bienvenue à tous, merci beaucoup d'être venus en nombre. On est ravis, je suis ravi et toute l'équipe d'Equimetrix est ravie de vous accueillir. En deux mots, Equimetrix, on est une entreprise qui développe des solutions data, IA, des produits. On a du coup dans nos équipes tous les profils data engineer, data scientist, développeurs, front, etc. Donc tous les profils pour faire une bonne squad, pour développer des bons produits en prod industrialisés. Puis on a aussi un certain nombre d'assets qu'on développe en propre dans notre plateforme qui s'appelle Radiance. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais juste pour le dispositif Eki, c'est vraiment d'allier des profils tech avec des assets pour craquer les questions de toute l'industrie. On est présent du coup à Paris, New York, Londres, Hong Kong et Shanghai maintenant, et on existe depuis plus de 17 ans. Et juste en deux mots, avant de rentrer dans du concret et des démos, je ne vais pas vous faire des jolis slides, il y a des jolis slides j'espère, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'IA générative, moi du coup mon job c'est de développer ces solutions, les intégrer chez les clients et développer ces assets. Donc finalement l'IA générative c'est une technologie, c'est pas une offre, malgré les titres entre guillemets. Et donc mon premier message, c'est de se dire que le plus gros challenge, en tout cas nous qu'on rencontre dans nos missions, c'est pas d'avoir le meilleur LLM, mais c'est plutôt de se dire comment j'arrive à bien combiner une brique de LLM, une brique d'IA générative avec tout le reste de la boîte à outils de data et d'IA et de NLP, enfin voilà, toutes les techniques qui existaient déjà, pour à la fin arriver à la fois à prendre chaque métier et à l'amener au niveau du dessus, mais en même temps d'arriver à processer ça dans une solution sur un process au global. Donc c'est-à-dire pas prendre un métier, encore une fois, et l'augmenter, mais prendre un process, et c'est ça, en tout cas, c'est nous notre recette, et c'est ce qu'on voit chez nos clients qui a le plus d'impact, d'enlever une vision plus large. C'est ce que je vais vous présenter juste après dans 2-3 démos. Et voilà, encore une fois, on intègre tout ça du coup dans une plateforme qui s'appelle Radiance. Et du coup, je vais vous montrer concrètement ce que j'entends du coup par un process, une solution qu'on peut développer. Ici, c'est un cas qui s'applique à des fonds d'investissement. Donc, on parle d'un persona et puis je vais vous détailler comment on a mis en place des agents, parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui, je pense. Comment des agents peuvent orchestrer différentes tâches et répondre à différents besoins. Donc, le premier sujet d'un directeur de participation, c'est d'avoir des bonnes news fraîches, des newsletters qui lui disent tiens, en fonction de ce que dit la presse et des données que tu as toi en magasin dans ton ordinateur, finalement, quelles sont les cibles, quelles sont les entreprises qui seraient intéressantes d'aller targeter.
Ensuite, un deuxième module qui va lui permettre, finalement, à partir de cette breaking news, d'aller zoomer sur le marché en question et trouver des cibles qui sont les plus pertinentes en raffinant certains critères, la date de dernière levée, la taille, etc. etc. Donc là, on avait un premier agent qui faisait la lecture du marché. On a un deuxième agent qui va nous faire une shortlist d'entreprises qui sont intéressantes. Donc là, finalement, on automatise déjà le travail on augmente le travail de 10 analystes, au moins. Et on lui permet surtout à lui ou à elle d'avoir un accès direct à l'ensemble du marché. C'est aussi un des avantages de l'IA et de la data, c'est de ne pas être limité par des capacités opérationnelles. Ensuite, on va avoir un troisième agent qui va être un cockpit de valuation. Et lui, finalement, on va d'abord le filer avec un certain nombre de documents, internes, externes, ou peu importe, quel que soit le format. Il va digérer ça. Et ensuite, il va être capable d'exécuter à la fois des scripts et en même temps du RAG via du coup, cette logique d'agent qui est justement capable de combiner différents et d'orchestrer différents modules pour pouvoir faire une première projection de valorisation. Et ensuite, avec un autre module de Talk to Data que je développerai juste après, pouvoir interagir avec les données. Et ça, ce module Talk to Data, il est vraiment clé parce que ça permet de gagner un temps fou aux analystes, de ne pas avoir à chercher dans chaque table la bonne info, etc., mais de pouvoir échanger en langage naturel. Et après, on a développé un autre module qui s'appelle Connect the Dot, qui permet de trouver le chemin le plus court jusqu'à cette cible en question. Ça, c'était la partie fonctionnelle. Donc voilà, ça c'est notre job, on développe des fonctions pour le business qui transforment leur métier. Et comment est-ce qu'on le fait du coup? On le développe avec une plateforme qui s'appelle Radiance et qui consolide tous nos assets techniques qui sont pré-packagés et qui vont nous permettre du coup, on va rassembler sur chacune des grandes étapes de ce process client pour arriver du coup à répondre à son besoin, en tout cas à augmenter un peu son métier. Donc on va avoir une quinzaine de building blocks qui sont vraiment dédiés côté GenAI. Puis après on a d'autres building blocks qui eux sont plus généralistes sur les composants data plus classiques. Donc un module de social listening qui est capable de digérer rapidement la presse. On a un module de NLP qui s'appelle Plume, alors tout un tas d'assets qu'on développe et qui nous permet du coup comme ça de customiser nos solutions. Je pense que c'est vraiment ça la clé parce qu'il n'y a pas une solution qui répond à tous les besoins. En même temps, il n'y a pas un agent simple à la copilote qui met, ils font un truc formidable, mais dans ce genre de sujet, si on veut vraiment être bon, si on veut vraiment être précis, il faut arriver à faire un peu plus de sur-mesure et donc arriver à customiser un certain nombre d'assets, c'est clé. Et après, un autre enjeu de cette plateforme Radiance, c'est d'être capable d'industrialiser directement, donc en fait, de créer l'infrastructure automatiquement, en tout cas quasi automatiquement, donc de gagner beaucoup de temps sur la mise en production. Ça, c'était pour la partie exemple de comment on travaille et comment moi je vois la GenAI, en tout cas au travers de ces solutions, qui ne sont pas finalement, comme vous l'aurez compris, l'objectif c'est pas de mettre de la GenAI partout, c'est vraiment en mettre là où c'est utile. Et dans la solution que vous avez vue juste avant, finalement il y a très peu de GenAI, c'est surtout bien comprendre du texte, c'est exécuter des scripts financiers, etc., mais surtout orchestrer différentes actions qui nous permet justement cette logique d'agent. Un autre cas, je voudrais faire un zoom sur ce qu'on appelle le Talk to Data. Donc on entend beaucoup parler du RAG qui permet de parler avec les lettres, le Talk to Data ça permet de parler avec les chiffres. Le problème c'est que quand on parle avec les chiffres, c'est beaucoup plus compliqué en fait parce que au-delà de faire une simple requête SQL, on a besoin d'entraîner l'outil à vraiment comprendre le langage métier et le langage expert. Si on a une base simple, ça va. Mais dès lors, comme c'était le cas ici avec un constructeur automobile, qui avait une trentaine de bases différentes avec des colonnes et des noms qui étaient hyper spécifiques, des champs pour la direction financière qui se ressemblaient tous mais qui n'avaient en fait rien à voir. De l'autre côté, on a une solution qui est passée en prod, mais du coup qui doit être validée par les commissaires aux comptes, etc. Donc, vous êtes tous sujets, quand vous développez ces solutions-là, à être irréprochables sur la qualité des hallucinations. Et donc, tout notre job, ça a été ça justement, comment arriver à fiabiliser la solution, c'était le premier challenge. Et le deuxième challenge, comment arriver à faire en sorte qu'elle parle avec les experts et les métiers dans leur langage. Et je vais vous montrer rapidement un exemple de ce type d'outil. Ça, c'est un simple exemple. Je ne sais pas si tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un outil de Talk to Data. Donc, on pose une question en langage naturel. Ensuite, l'intérêt de l'outil, c'est qu'il va reformuler cette question. Il va détailler les étapes par lesquelles il va passer. Ça, c'est une version assez simple. Mais
Ensuite, il exécute une requête SQL, il vous renvoie les résultats et il vous apporte des insights. Et du coup, tout l'enjeu derrière, c'est d'arriver à créer cet agent qui soit à la fois expert du business et en même temps qui raisonne comme n'importe quel utilisateur. Et donc, ici, ce qu'on montre, c'est qu'on ne va pas juste rechercher une information, mais on va aussi l'exploiter. Et derrière, on peut en tirer des graphiques. Et du coup, rapidement, comment est-ce qu'on fait ça et quels sont un peu les facteurs clés de succès? Le premier enjeu, c'est d'arriver à bien maîtriser ces données, évidemment. La clé, c'est évidemment d'avoir une donnée qui est claire, qui est structurée, qui ne bouge pas trop. Dans ce genre de solution, on a tendance à se dire, ok, je vais avoir plein de données, je mets un module de Total Data, il va tout comprendre, etc. Au contraire, plus on veut être agnostique dans les questions qu'on pose et libre dans son utilisation, plus il faut avoir une donnée de qualité qui soit non stable. Et donc pour entraîner ce type de modèle, évidemment, il faut parler avec le métier. Il faut commencer par lister une centaine de questions types pour pouvoir bien comprendre leur vocabulaire, le champ lexical, et ensuite l'intégrer dans l'outil. C'est pas du tout l'intégrer et retraîner un LLM, ça on le fait quasiment, on le fait jamais. Mais c'est juste ajouter les bonnes couches à la fois de metadata et de logique business. Et ensuite intégrer un certain nombre de checks de cohérence pour faire en sorte que l'outil à la fin fonctionne bien. Et le gros enjeu sur ce projet, ça a été aussi évidemment de passer en prod. Et ça je pense qu'on est tous familiers des échanges compliqués qu'on peut avoir avec les IT. Mais j'arrive pas à passer en slide. Alors qu'au final, si on regarde l'architecture, c'est hyper simple en termes de composants. Donc c'est pas là où en fait l'ingénierie et le jeu de cerveau ils se retrouvent pas là. Vous pouvez utiliser les briques les plus standards de GCP ou d'Azure pour l'initier. Ce qui est vraiment ce que je vais vous expliquer juste après. Ce qui vraiment nous occupe toute la journée, c'est d'arriver à avoir un agent qui réfléchit correctement et qui, à partir d'une question, est capable de fournir une requête SQL qui est juste, et derrière, évidemment, d'avoir des graphes et un affichage qui est sympa, qui est user-friendly. Et du coup, pour en arriver à quelque chose de juste ici, il faut à la fois intégrer énormément de contexte métier, énormément de règles business. Et donc ça, on l'apprend que au fil de l'eau avec les utilisateurs, en testant différents outils. Et puis après, en paramétrant un certain nombre de règles pour arriver à trouver la bonne table, ou les bonnes tables, derrière les bonnes colonnes, faire les bons filtres aux bons endroits, etc. etc. Et donc, sur le projet, 80% du temps est investi entre là et là. Le reste, les autres 20%, c'est juste initier les ressources, et c'est pas, on va dire, c'est pas sorcier. Par contre, arriver à télécharger le jus de cerveau des experts, ça prend du temps. Et quand on veut réussir à craquer un workflow, c'est vraiment ça la clé. C'est d'arriver à prendre chaque étape de raisonnement d'un expert et finalement de faire accoucher d'une méthode qui soit standard, alors que pour lui, c'est évident, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dedans, etc., etc. Et donc, il maîtrise entre guillemets son sujet. Et du coup, quand vous voulez monter ces solutions, posez-vous avec les utilisateurs, et cartographiez bien comment ils fonctionnent, leur raisonnement, et puis en fait ça leur permet aussi d'améliorer leur façon de faire. Et après, pour réussir le build, l'implémentation de l'outil, quelques mots, en fait on l'a fait chez nous de base, ensuite on l'a implémenté et on l'a mis en production chez client, et on pensait que ce qui a été dur, c'est de passer d'un modèle GPT-4 à Gemini, parce que la stack du client nous imposait Gemini. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment d'arriver à embarquer l'IT, faire monter en compétences le client et toutes ses équipes qui a été fait. Et heureusement, on était accompagné par Luc Julia ici pour débloquer quelques portes, mais malgré tout, ça va toujours les mains. Rapidement, donc je pense que les 10 facteurs clés de succès, je dirais, pour arriver à bien développer un module de Total Data, c'est d'abord de définir
ces golden questions. C'est-à-dire, ne pensez pas que vous allez mettre en prod ou aller réussir un module de to-data sur un datalogue complexe juste avec du texte SQL. Ça ne marche pas. Enfin, nous, on l'a expérimenté au début et on s'est vite rendu compte que c'était inutilisable. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas du tout de langage métier et du coup les utilisateurs devaient essayer de comprendre un peu la structure des données, mais ça n'apportait aucune plus-value. Donc bien définir les golden questions pour nous, en tant que tech, pouvoir s'imprégner de leur façon de penser et du coup bien paramétrer l'outil. Avoir une gouvernance de la donnée qui est hyper claire et hyper peu rigide, et ça les fait progresser énormément, ce genre d'outil, parce qu'on voit tout de suite les failles dans les bases. Et évidemment, de contextualiser son persona pour avoir à la fin un agent qui pense vraiment comme lui, c'est-à-dire à qui on a appris chacune des étapes et chacun des modes de raisonnement, ici pour développer de nouveaux véhicules, prédire leur valeur, ou alors pour, je sais pas, par exemple, ce que je vous présentais avant, comment un responsable de participation, un directeur d'investissement réfléchit, comment est-ce qu'il analyse son marché, à quoi est-ce qu'il est sensible, quels sont les triggers qui vont faire que il va se dire ok là c'est une breaking news ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner des exemples et en fait il faut vraiment lui donner un maximum de contexte. Mon message au final c'est il faut entraîner ces outils, on réentraîne pas le LLM, et par contre donner beaucoup de contexte et du contexte de qualité c'est vraiment la clé. Et enfin le dernier bloc, le 10, il pourrait en fait être le premier. Si vous voulez réussir l'implémentation de ce type d'outil, il faut absolument investir dans la formation des utilisateurs. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais par rapport à un dashboard, utiliser un outil de générique pour le commun des mortels, c'est pas évident, et on a tous sa manière de s'exprimer. Même si on arrive à parler en langage naturel avec ces outils, il faut quand même se former au prompt, et donc passer, je pense, au moins une demi-journée avec eux pour les faire. Et après, juste un petit zoom sur notre boîte à outils sur la partie check de qualité, ça s'appelle Overseer, c'est notre asset qui permet de monitorer la performance à l'entraînement, de checker la relevance des réponses, aussi évaluer les biais, les hallucinations. Je parlais de biais, on a pas mal de métriques sur la partie responsible AI, et donc tout ça c'est quand vous implémentez ce genre de solutions, c'est des outils qui sont indispensables. Vous en avez en open source, vous pouvez en construire, en développer par vous-même aussi. Mais ça, c'est indispensable si vous voulez pouvoir évaluer la perf de votre solution avant de le déployer et ensuite monitorer la perf de l'outil après leur déploiement. Et toutes ces métriques, elles sont souvent LLM as a judge sur la base de ces golden questions. Finalement, c'est l'outil qui va lui-même, sur sa base d'apprentissage, pouvoir juger la pertinence d'une réponse, si elle est juste ou pas, en allant décomposer le job. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette solution ici, mais en tout cas, c'est clé d'attacher un soin énorme pour bien vous approprier ces données ou alors bien développer les autres. Je pense que c'est bon. Voilà, Ok. Des questions. Voilà, ok, parfait. Alors, avant de passer aux questions, je vois que vous êtes nombreux à être debout au fond. On a 20 places devant, en vrai 12, 19 milliards. Donc n'hésitez pas à avancer, ne bousculez pas le téléphone, sinon voilà, je ne suis pas content. Faites attention. Mais voilà, on se sert de ce moment pour, n'hésitez pas à vous installer. Il y a 4 bancs, ils sont vides, donc vraiment n'hésitez pas à avancer. Il y a des places au milieu, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et en parallèle d'attendre que vous installez, est-ce que parmi vous avez des questions? Voilà, on a une question, et après il y a une autre question que je ne pourrais pas ignorer. Ouais, tu as dit que c'était pas du fine-tuning, donc je comprends que tout l'entraînement ça consiste à améliorer le prompt, en fait, c'est ça, tu injectes toutes les golden questions, etc. C'est dans le prompt. Oui, pas que le prompt, mais dans le contexte en tout cas global de la solution. Ah, ou dans le rack et derrière, c'est ça. Enfin, ouais. Alors, en tout cas, dans la solution to-data, effectivement, il ne faut pas juste le laisser aller, il n'y a pas juste les métadonnées ou le schéma d'architecture, on intègre aussi quand même tous ces golden questions,
et même un peu plus du glossaire, typiquement, pour arriver à trouver une traduction entre des mots-clés techniques et un langage que le LLM, lui, est capable d'interpréter, et aussi avec la correspondance sur le data model et du coup le data du client. Ok, forcément. Merci beaucoup. J'avais une question sur le texte OSQL, parce que je trouve qu'il y a tellement de use cases sur le talk to data, c'est incroyable, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as des exemples de questions qui sont transformées en requêtes SQL trop dures et où vous avez dû dire au client, bon bah ce type de demande c'est trop compliqué, vous avez atteint un plafond de verre à un moment donné, ou les derniers modèles y arrivent parfaitement, genre faire des jointures sur 10 tables et puis sortir un truc de ouf ou... Ouais, non, mais on était, au début on est parti un peu la fleur au fusil, on va dire. On ne connaît pas toujours les limites de solution, donc on se dit qu'il peut plus que le moins. Et en fait, après évidemment il a fallu en prioriser certaines, parce qu'on a certaines qui sont plus compliquées. La difficulté de ce type de solution, c'est le nombre de bases, comme tu viens de dire. Donc si vous en avez une, deux, on peut aller très très loin et on est libre sur le nombre de cochers, entre guillemets. Et dès lors qu'on en a effectivement une dizaine, une quinzaine, là il faut arriver à être beaucoup plus prudent. Et en tout cas, je dirais la solution, c'est de commencer petit et petit à petit d'élargir avec de plus en plus de bases. Et du coup, en faisant ça, en fait, à la fin, oui, on arrive à craquer toutes les questions. Par contre, évidemment, il y a des questions qui prennent plus de temps à être traitées pour les types d'analyse, parce que finalement, plus on va loin, plus les questions deviennent pas simplement descriptives. On va chercher une info, on va demander à l'outil, par exemple, donne-moi des recos d'optimisation des investissements marketing. Et donc là, il faut qu'il soit capable d'aller regarder les investissements, leur évolution, la performance, le ROI, et ensuite analyser si c'est du online, du offline, etc. etc. Donc c'est ça qu'il faut arriver à lui donner en fait, petit à petit, c'est cette logique métier. Et vous avez fait comment du coup? C'est quoi, vous avez des petites sauces secrètes à partager? Des exemples de requêtes déjà dans le prompt? Ouais, c'est ça. Okay. En fait, on va prendre, c'est à la fois dans le contexte, il y a à la fois des exemples de requêtes SQL, il y a parfois forcé, s'il y a un terme technique qui est vraiment spécifique au métier, chez tel ou tel constructeur automobile, là, il faut vraiment le rentrer en dur, mais à chaque fois, c'est des arbitrages, est-ce qu'on détaille par le reste, etc. Donc en fait, la sauce secrète, c'est franchement un peu d'huile de coude et il faut y passer beaucoup de temps, beaucoup de temps avec les utilisateurs. Il n'y a pas moyen d'automatiser ça, et au contraire, ce serait mentir que de dire qu'en petit bouton, on arrive à tout régler. Il faut passer du temps avec les experts. Alors, du coup, je vais prendre une dernière question. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu poser leur question, juste après, on a le cocktail de networking. Vous avez tout le temps. Comme on a un programme un peu serré, il valait mieux avoir 3 talks et un petit cocktail que 2 talks et un grand cocktail. Bonsoir, merci beaucoup pour le talk, c'est très intéressant. Alors, en termes de budget, ça représente quoi pour Smile? Quel minimum maximum ou... En vrai, je ne peux pas donner un ordre de grandeur. Ça va vraiment dépendre du sujet, si on est sur une base, si on est sur plein de bases. Et encore une fois, ça dépend de la squad qu'on va mettre en place. Nous, chez Eki, on a des squads hybrides. Donc, soit on peut travailler avec le data office du client, soit on peut avoir toute notre équipe qui est déportée. Soit certains de nos assets, soit tous nos assets. Donc, je pourrais pas ça peut aller d'un code très simple à quelque chose de beaucoup plus transformatif. Et merci beaucoup, Pierre. Donc, on va passer à Aurélien de Dilogie. Donc, je l'ai déjà présenté. Profil très atypique, très intéressant, personne extraordinaire. Ça va, je t'ai mis la pression. C'est comme d'habitude le moment de transition. On a encore 5 places devant, donc si parmi vous il y en a qui veulent profiter de ces moments de transition pour s'avancer. Ah voilà. Attention à la caméra. Bravo, passage de la caméra. Bravo. Bon. 20 minutes.
Bonjour à tous. Je suis très impressionné, je dois admettre que j'ai rarement vu autant de personnes m'écouter, surtout parler de gestion des risques. Enchanté. Je suis Aurélien, donc comme précisé par Nicolas, j'ai un background un peu particulier, je suis actuaire de formation, donc je fais des stats, des maths, de l'info pour faire de la gestion des risques, principalement en assurance. Et j'ai quasiment jamais fait d'actuariat, j'ai toujours fait du ML et puis par la suite du NLP. Et c'est pas toute ma vie que je vais vous résumer là-dedans, mais il y a une bonne partie des problématiques qui m'animent à l'heure actuelle, donc à la croisée des monts entre cette thématique gestion des risques et puis la nouvellement bien nommée générative. On peut peut-être commencer par le commencement. C'est quoi un risque? Un risque, on va le définir de manière très simple. C'est un événement aléatoire, principalement, qui vous expose à une perte, principalement financière. Voilà. Des risques, il y en a de toute nature, de toute forme. Elles évoluent au gré de l'humanité. Le petit graphique que vous avez en bas à gauche, qui est absolument lisible, c'est un graphique qui est recensé par la MRA, qui est une association de risk managers et qui fait état chaque année de typologies de risques. D'accord ? Dans notre domaine, en particulier en assurance, des risques, on a, comme je disais, de toute nature, de toute forme, du risque automobile, du risque habitation, et puis des risques émergents, du risque climatique, du risque cyber, du risque opérationnel, etc. Le vrai problème que j'ai moi, à l'heure actuelle, quand je fais de la gestion des risques, c'est que je suis souvent contraint par ça. En tout cas, ma vie se résume à ça. Lorsqu'on caractérise un risque, la plupart du temps, on caractérise une exposition, principalement temporelle. On peut exposer sur un risque sur une année, qui correspond en général à l'année d'un contrat d'assurance. Et puis, on caractérise aussi ce risque par des votes probas, qui caractérisent la plupart du temps deux choses. La fréquence du risque, j'ai un pépin tous les ans, et la sévérité de ce risque, j'ai un pépin qui me coûte 100 000 euros. D'accord ? En général, ces lois, elles sont estimées à partir de données historiques, c'est comme ça qu'on a toujours fait, en tout cas. Données historiques, ça veut dire on regarde dans notre rétroviseur, il s'est passé quoi ces 4-5 dernières années. De ça, on déduit une capacité à estimer ces lois de proba et ou à carrément inventer, suggérer des lois de proba sur base de jugements d'experts ou d'analyses terrain. Ces lois, elles nous permettent ensuite de faire des choses qui sont le quotidien d'un gestionnaire en risque, des calculs de primes d'assurance. Si vous avez une fréquence et une sévérité, vous avez un coût moyen, donc vous avez ce qu'on appelle une prime technique en assurance, tout simplement. D'accord ? On va faire plein d'autres choses avec ces lois de proba. On peut poser des aléas qui sont la quantité de pluviométrie, qui sont les potentiels niveaux de sécheresse qu'il peut y avoir, et de ça, poser des contextes physiques pour faire des estimations d'exposition, qui est ce que vous voyez ici, c'est l'exposition risque hydrologique, et on génère aussi à travers ces lois de proba. Bref, on peut s'en servir pour beaucoup de choses, des projections financières, etc. Moi, mon constat, c'est que, en fait, lorsque je veux caractériser le risque, j'ai besoin justement de cette donnée historique, de cette donnée terrain, et donc j'ai besoin d'une connaissance. Et l'autre constat qu'on fait, c'est que cette connaissance en pratique, dans notre industrie qui est l'assurance et la réassurance, elle est assez mal maîtrisée, voire pas bien du tout maîtrisée. La première chose, c'est les sources de données. Inutile de vous faire un étalage de la manière dont s'organise la connaissance chez un assureur, mais ce schéma assez moche avec des cylindres résume assez bien l'idée derrière la donnée assurantielle. C'est plein de tuyaux qui partent dans tous les sens et qui donnent des informations extrêmement inhomogènes, imprécises, de piètre qualité en général, sur votre connaissance en particulier du risque. L'autre problème qu'il y a, c'est le format de cette donnée. Le format de cette donnée, de par la nature des choses, de par la nature de la technologie, elle a toujours été infiniment Excel-driven, infiniment numérique et infiniment univarié ou bivarié. Et ça, en fait, bien entendu, ça réduit à un plan, un espace dimensionnel extrêmement limité, ce que représente le risque dans notre quotidien. Le risque, c'est infiniment plus contextuel que de dimension. L'autre problème, c'est la restitution qu'on fait de cette connaissance. J'évoquais l'aspect bidimensionnel en général. L'appropriation que les experts se font de cette connaissance à date se résume à des magnifiques tableaux BI qui expriment, ce que vous pouvez dire, c'est à nouveau lisible, mais des expositions sur un an, des lois de proba, comme je l'évoquais tout à l'heure.
L'autre problème qu'on constate, et cette fois-ci le plus, je dirais, discutable, nuançable, c'est l'inaltérabilité de ce risque. L'inaltérabilité de ce risque, ça veut dire que, à tort, on considère qu'un risque, ou l'analyse de ce risque, est valable pour une période, souvent qui nous arrange, de 2, 3, 4, 5 ans. Pour vous faire un exemple plus concret, lorsqu'on va évaluer une prime technique en assurance, on va réévaluer ce tarif une fois tous les, idéalement, 1 an, mais en pratique, c'est plutôt 2-3 ans en fonction des contraintes internes. Voilà. Ça, c'est assez peu représentatif de ce qui se passe en vrai, puisqu'en fait, un profil de risque, peu importe la nature de ce risque, est sujet à variation quasi jour au lendemain en fonction de plein d'événements. L'autre aspect, c'est la multidimensionnalité. Lorsqu'on caractérise ce risque, on le caractérise, comme je vous le disais, à travers 1 ou 2 dimensions, au plus 15-20 dimensions, et même avec les approches de ces 5-10 dernières années, à travers des méthodes d'approche de machine learning supervisée, on se limite encore énormément à ce qui nous permet de contextualiser le risque. Lorsqu'on caractérise par exemple un assuré, une des bases pour exprimer un risque par exemple de mortalité, bon, on les réduit à l'âge, le sexe, la génération. Voilà, c'est limitant. Je vous passe peut-être les autres contraintes, il y en a d'autres des contraintes. Tout ça pour dire que cette connaissance, la manière dont on s'approprie la connaissance en assurance, elle n'est pas idéale. Vous imaginez bien, ce qu'on propose dans la suite des slides, c'est appréhender d'une autre manière cette connaissance et essayer de comprendre comment on peut cocher un peu plus de cases, parce que c'est une quête perdue d'avance, mais comment on peut cocher un peu plus de cases pour, 1, mieux agréger, comprendre la connaissance dont on dispose, et 2, essayer aussi de mieux estimer le risque sur base de cette connaissance, en utilisant tout un tas de techniques de ML ou d'IA générative. Le cas d'usage que je vais vous donner, c'est un cas d'usage très concret, parce que c'est des expérimentations qu'on fait actuellement auprès d'un assureur sur une industrie très particulière, c'est l'industrie de l'énergie. L'industrie de l'énergie, c'est quoi? Vous avez des parcs éoliens offshore, vous avez des parcs photovoltaïques au fin fond de la France, vous avez des sites pétroliers, des sites gaziers, tout ça, ça s'assure comme tout le reste. Voilà. Et donc, l'idée de la suite, c'est de prendre ce périmètre-là et voir si on ne sait pas mieux extraire, mieux comprendre la connaissance associée à cette nature de business. Et quoi de mieux pour mieux comprendre la connaissance du risque que de repartir sur un point d'attention très particulier de la chaîne de valeur assurantielle, c'est les sinistres. Voilà. Alors, c'est discutable, on pourrait ne pas se contenter que de ça pour exprimer le risque, mais c'est probablement l'élément le plus naturel vers lequel se tourner pour aller chercher la source la plus fraîche de la connaissance qu'est le risque. Donc c'est la gestion de ces sinistres, en substance, c'est comme lorsque vous avez un pépin avec votre appart, vous allez voir votre assureur ou votre courtier, vous dites regardez, j'ai des photos, il y a un truc qui ne va pas, faites venir un expert, l'expert il envoie un rapport, il y a effectivement un truc qui ne va pas, et ensuite on vous dédommage. Imaginez ça à l'échelle, avec des gros sites pétroliers et avec des rapports qui sont plutôt de l'ordre de 50 à 200 pages, infiniment techniques et infiniment bourrés d'éléments relatifs à l'ingénierie. Voilà. Ces dossiers sinistres, ils contiennent le contexte client, ils contiennent le déroulé de tous les événements, ils contiennent les impacts financiers, les avis d'experts, les interventions juridiques lorsqu'il y a des litiges, etc., etc. Et à date, si vous deviez retenir une chose de ce qui est fait par les assureurs sur ce truc-là, c'est une phrase dans une colonne Excel qui dit « La cause de l'événement, c'est le tonnerre ». Vous comprenez bien que ça aiguise une curiosité. Pour avancer sur la suite, on va, dans la suite des slides, travailler sur 2 approches. Alors, on va en pratique vraiment concentrer sur l'approche de l'acquisition de connaissances, mais on pourrait aussi revenir sur la seconde approche. On va poser un petit effet de police. On va poser une règle toute bête, c'est que le risque, d'accord, c'est la connaissance auquel on applique une fonction qui permet d'estimer ce risque, d'accord. Donc Y égale de X, où Y est finalement mon exposition au risque. Donc on va travailler sur la connaissance, et on va travailler très largement sur le F. Pour faire ça, on va essayer de se fixer des objectifs auxquels on croit fort. 1, revenir à la donnée brute. On s'en fout des données structurées, tabulaires, dans le format Excel. On va essayer de revenir à la donnée la plus fraîche, la donnée textuelle, telle que envoyée par tous les gens que je vous ai cités. La deuxième chose, c'est qu'on va atomiser autant que possible l'information.
atomiser autant possible l'information. C'est comme lorsque vous faites du code ou des tickets en informatique. On va essayer de considérer que toute information se résume à un événement, et un événement se résume par un ensemble de caractéristiques, un modèle de données. Okay. Ensuite, on va poser ce modèle de données. Poser ce modèle de données, c'est un peu limitant. On peut le générer, on peut le travailler avec l'utilisateur, avec le métier final, on peut faire plein de choses avec. On va essayer de le rendre exhaustif, on va essayer de le rendre standard. Vous verrez que le nom standard, c'est un vrai problème. Pour, en substance, faire une tâche d'extraction. Okay. Ensuite, on va lier ces événements à travers des mécaniques de temporalité et de causalité, chose qu'on ne fait pas usuellement lorsqu'on comprend un risque. Les événements sont infiniment, en général, indépendants ou codépendants, mais de manière très laïque les uns des autres. C'est des corrélations assez sommaires. Et surtout, on va introduire une notion qui est la causalité. Donc, passer d'un point A vers un point B. Vraiment une causalité par approche tag, je ne sais pas comment on dit. Et ensuite, on va essayer de voir si on est capable d'agréger cette information et à quoi ça va nous servir d'agréger cette information. Voilà. L'idée, ce serait d'avoir une méta-information, une méta-connaissance sur tout notre portefeuille énergie. Okay. C'est le rêve. Alors, comment on fait pour faire ça? C'est sommaire, hein, et vous verrez que c'est très résumé, mais ça marche plutôt pas mal. Étape 1, on prend tous les dossiers. Et on utilise, je vais employer des mots génériques s'il y en a qui ont des questions vraiment au détail sur les modèles, ce qu'il peut y avoir dans les prompts, etc. Je pense que ça vaudra le coup qu'on en reparle dans le cocktail. Mais en substance, étape 1, on prend les dossiers et on utilise un LLM. Alors j'ai appelé sommairement pour classifier, mais en pratique c'est pour bazarder. Bazarder voulant dire classifier, cleaner s'il y a des éléments qui sont des rapports de sinistre, mais qui n'ont pas de signal au sens de la notion d'événement, par exemple qui ne contiennent pas d'événement, et plein d'autres petites choses pour arriver à une étape intermédiaire, je ne sais pas si je vais voir yes, ici, où on a quelque chose qui s'apparente à un signal fort, des dossiers qui ont un signal fort. Okay. Ça c'est étape 2. Étape 2, on prend ces signaux forts et on essaye de trouver des identifiants qui permettent de faire les liens entre ces différents documents qui ont des signaux forts. Donc, un identifiant, en général, on les a. Hein. Ils savent très bien trouver des identifiants, les assureurs. Ça s'appelle un UCR, ici, un Unique Claim Report, ou un Unique Claim Reference, pardon. Et sur les 10 documents qu'on a, sur un échantillon, on va savoir si ce document il est relatif à l'UCR 1, 2, 3, à l'UCR 4, 5, 6, etc. Donc c'est une clé qui est très utile, très importante. Une fois qu'on a ça, on va découper à la volée l'information en sous-ensembles pour plein de contraintes infiniment liées, notamment au LLM et à leur contexte, et des effets de sous-performance associés à l'extension de ces contextes. Et pour un UCR donné, on va créer autant de chunks qu'on avait au début de notre étape que de JSON en sortie. C'est JSON représentant un graphe de connaissances limité à l'information contenue dans le chunk. Donc vous allez avoir, par exemple, ngraph si vous avez, n croix m si vous avez ngraph, nchunk, pardon, et m rapport associé à votre UCR. Donc ça vous donne plein de petites pièces d'information, comme si vous aviez un puzzle de l'histoire, un puzzle structuré, standardisé, et qu'on va essayer ensuite de réagréger. Alors on les réagrège par une autre mécanique de LLM. Donc c'est une agrégation qui fait un peu plus que l'agrégation, puisque implicitement, on va aussi bazarder des éléments qu'on ne veut pas. On va nettoyer des éléments qui peuvent être redondants. On va cleaner certains éléments de label qui peuvent nous importer. Et on va surtout passer à l'étape d'après, qui est le vrai cleaning. C'est une étape qui est vraiment résumée avec 3 pauvres carrés violets, mais qui est infiniment longue et pénible. C'est, de par la génération complètement volatile de ce qui peut être extrait de l'information, de ce qui peut être extrait des rapports, on est exposé à des caractérisations des événements qui peut être pour une même propriété s'appeler de 14 manières différentes. Alors, il y a plein de manières de contrer ça. La manière très simple qu'on a fait dans un premier temps, c'est une approche où on fait de l'unsupervised et du fuzzy match pour cleaner un tout petit peu ces labels en format post-traitement. On se retrouve avec une situation où on a un gros JSON par UCR, à peu près cleané et agrégé, et ensuite il ne nous reste plus qu'à le contraindre dans un unique et seul espace à partir d'une clé de répartition qui nous permet d'observer l'événement. Et c'est ce que vous voyez en dernière partie ici.
C'est un graphe où on visualise tous les événements et leur intercorrélation. Les nodes représentent ici ce qu'on appelle les event catégories. Ça pourrait être les typologies d'acteurs, ça pourrait être les engines qui font défaut, et pour chacun des nodes, énormément de propriétés qui sont les propriétés qu'on a collectées. Je passe vite. Il y a plein d'éléments techniques que je passe sous silence. Assez peu de data au final. Il faut bien comprendre qu'en pratique, pour avoir un graphe qui est matériel, il faut beaucoup plus de data que ça. Et en fait, on n'en avait pas tant que ça au final. 300 graphes. On part de 2600 docs, on arrive à 300 graphes agrégés du CR. C'est finalement assez peu. Des mécaniques liées au LLM sur lesquelles je pourrais revenir. Sur la partie clustering, fuzzy match, c'est des choses critiques. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le temps de traitement pour obtenir un graphe par UCR, ça peut être 2 minutes, 2 minutes 50, aucun effort sur le temps de processing. Et gros élément à noter, le problème quand on fait ça, c'est qu'on n'a aucun grand trousse. Ça, c'est un vrai problème. Donc là, pour le coup, je suis ouvert à plein d'idées, si vous en avez. Mais donc pour évaluer l'extraction, on peut partiellement se baser sur toute partie des méta qu'on arrive à choper des bases existantes. Et pour ce qui est vraiment de la compréhension causale, chronologique et tout ce qui va avec, on est un peu à poil. Donc on essaye à l'heure actuelle d'utiliser des méthodes de génération de données synthétiques pour backtester nos mécaniques, mais typiquement, j'ai pas de mesure à vous montrer à ce sujet. Ce que vous voyez ici, là, à droite, c'est un scatterplot qui illustre l'étape de cleaning, donc l'étape de DB-scan sur les event catégories. Donc les codes couleurs que vous voyez, c'est les event catégories qu'on a cleanées et agrégées. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient un métagraphe causal, un mot bien compliqué pour dire plein d'event catégories ou tout ce que je voulais, comme je vous l'ai expliqué. Ça pourrait être les types de business ou les zones, qui sont liées entre elles par des edges, avec des propriétés sur les edges, des propriétés sur les nodes. Les propriétés sur les nodes, en fait, on a tout le détail agrégé au regard de l'événement. Donc on sait par exemple sur un node donné, regarder le potentiel total cost sur ce node-là, et puis le potentiel total cost sur le node d'après, et puis quelque part la pseudo-proba de passage entre ces deux nodes. Donc il y a énormément de choses à faire là-dessus. Le grand constat qu'on a fait de ce graphe-là, c'est que c'est incompréhensible pour les métiers. Alors, on est bien content. On a fait un graphe de connaissances hyper complet, mais les métiers ne peuvent pas s'en servir. Donc la frustration première, ça a été de passer de ce métagraphe à une donnée tabulaire, puis à des représentations bidimensionnelles pour expliquer le contenu de chacun de ces événements. Mais bon, ça fait partie du schéma d'apprentissage. En tout cas, voilà, c'est un résultat qui est très beau, mais qui est très inexploitable d'un point de vue métier, en théorie. En pratique, c'est là où on en est à l'heure actuelle. On travaille sur des méthodes agentiques pour exploiter ces graphes de connaissances, en les mêlant à d'autres outils ou à d'autres bases de connaissances, en les mêlant à des outils historiques. Donc les fameux outils de tarification dont je vous ai parlé en introduction peuvent bénéficier de toute partie de ces graphes de connaissances. Des méthodes de provisionnement qui consistent à dire combien je dois mettre de côté en tant qu'assureur maintenant, dans 5 ans vis-à-vis de tel sinistre, peuvent bénéficier de ce type de graphe de connaissances, puisqu'on a quelque part une duration probable à travers le graphe de tous ces potentiels événements. Et on peut s'en servir aussi pour faire de la prévention, parce que bien sûr, derrière ça, il y a des mécaniques beaucoup plus simples, tout ce qui est recommendation engine. Donc on sait dire si je suis dans telle situation ou si je suis telle typologie de facilities ou de type de site ou de type d'industrie solaire, éolien, je sais que vous allez être exposé à ça, je sais que les engines qui peuvent fail, c'est ça, je sais que ce que ça va coûter, c'est un peu ça. C'est un peu ce que vous voyez sommairement sur le graphe, sur l'animation à droite. Il me reste 1 minute pour conclure. Conclusion. Pas mal de choses à dire. Donc c'est possible de faire une base de connaissances beaucoup plus advanced, et c'est important de faire de la connaissance beaucoup plus advanced. Le signal, ça a été, c'est fantastique, on arrive enfin à mettre le doigt sur 2 choses qui nous manquaient, la causalité, la temporalité et la multidimensionnalité. C'est ça les retours utilisateurs. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on arrive avec les LLM à acquérir une connaissance semi-structurée bien plus complexe, à l'agréger, d'accord ? La difficulté c'est la retranscrire. Voilà, il n'y a pas de mot magique aujourd'hui, une interface utilisateur c'est un vrai travail de UI UX et bien plus encore, parce qu'il y a toute la partie back bien sûr sur ce type de projet. Mais le vrai travail après, c'est valoriser cette base de connaissances, travailler le F pour utiliser les tools du passé et leur donner la connaissance d'aujourd'hui ou de demain. Voilà.
Je reste à disposition de la question. Alors, merci beaucoup Aurélien. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir aujourd'hui au final l'IA qui arrive à créer des data qui sont exploités du coup par l'IA et au final créer des use cases qui ne seraient pas possibles sans. Maintenant, voilà, on a une question. Merci beaucoup, hyper intéressant, trop chouette comme projet. Est-ce que vous aviez parlé aux futurs utilisateurs avant? Et si oui, qu'est-ce qui a motivé le choix de faire un graphe plutôt qu'une base de données relationnelle plus classique? Alors, est-ce qu'on avait parlé aux utilisateurs avant, aux utilisateurs intermédiaires, donc aux managers qui ont une vision un petit peu plus omnisciente des portefeuilles de risque, etc. Aux utilisateurs directs, non, pas du tout. Volontairement et involontairement, un peu par le biais de la gestion de projet, tu sais, que parfois un peu un mur opaque parfois entre ton utilisateur final et toi. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas si c'était une bonne chose parce que finalement, c'est vraiment aussi pris du coup, on s'en doutait, mais le fait était que en fait, le graphe en lui-même est inexploitable, il faut revenir à des choses beaucoup plus fondamentales. Pourquoi on n'a pas utilisé une table relationnelle? Parce qu'on voulait essayer vraiment d'exploiter le maximum qu'on pouvait des approches de DAG, de Direct Acyclic Graph, et voir justement s'il n'y avait pas une valeur à travailler sur cette notion d'état, sur cette notion de retour par rapport à des événements, etc., qui sont des situations infiniment réelles sur des risques compliqués comme le risque énergétique. Merci beaucoup, super intéressant. Une question sur la classification des données, parce qu'on voit que le cleaning, ça prend du temps, certainement ça doit être coûteux, etc., c'est pénible. Est-ce qu'il y a des nouvelles bonnes habitudes à prendre côté utilisateur pour, quand il crée des documents, anticiper ça et utiliser des hashtags, des chunks, des UCR, enfin je ne sais pas le mot, mais justement pour s'éviter ensuite une partie de ce cleaning fastidieux. Le truc qui nous a un peu sauvés là, dans le cleaning, c'était les UCR. Donc, je pense qu'en vrai, c'est une bonne première méthode, c'est être capable de tracer, d'encoder, d'avoir un ID sur tous tes documents, parce que cet ID, ensuite, tu peux le rattacher à d'autres métadatas qui te permettent un petit peu de contextualiser là où tu veux aller. Mais, soyons bien clairs, cet assureur-là avait cette mécanique d'ID proprement retranscrite dans ses documents. Bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est posé soit dans des bases en blob, soit à l'arrache dans des SharePoint. Il n'y a jamais ça. Donc, ouais, une organisation probablement en tag, probablement en ID, qui permet d'avoir ensuite un accès aux métadatas. C'est une bonne pratique. Après, tu n'échappes pas à la réalité que c'est un marché qui est pas mal contraint par le temps, notamment parce qu'ils ont des périodes de business très cycliques. Et donc, en fait, ils sont toujours à l'arrache. Donc, il y a toujours cette mécanique de dépôt sauvage de documents. Et je ne sais même pas si même ce genre de méthode un peu systématisée serait vraiment exploité. Bonsoir. Voilà. Merci de votre présentation. La question c'est que vous dites que le graphe n'est pas exploitable. C'est pas exploitable parce que les termes et les concepts, les agrégations qui ont été faites ne font pas sens pour les utilisateurs, ou bien c'est carrément la forme graphe. Les utilisateurs ne sont pas habitués à ce type de forme. C'est la forme. Et vous avez essayé des outils qui sont spécifiques pour explorer les graphes? On commence, on a fait un peu de Neo4j. Là, ce que vous avez vu à l'écran, c'est des packages un peu plus libres de PySigma ou du PyVis. Donc on commence en fait à explorer un petit peu le champ des possibles, y compris sur cette vis graph. Le constat, c'est plutôt que l'exploration n'est pas leur solution. Eux, ils ont besoin d'Actival en fait. Donc ils ont besoin de déduire directement un hyperparamètre, une hypothèse qui leur permet de faire un calcul, de faire une prévision, etc. La vision exploratoire, ils s'en amusent, ils s'y intéressent. Ils divent dans le graphe, ils ont à côté toutes les méta-consos pour une node, entre les deux nodes, par rapport à un événement. La mécanique de recherche, elle l'opère, et c'est un peu le même, je ne sais pas si c'est un bon parallèle, mais c'est un peu le parallèle entre un moteur de recherche dans lequel on va pouvoir faire une query sémantique et un agent conversationnel auquel on peut poser une question. Vous avez regardé des choses comme Linkurious qui permet de faire des alertes sur des matchs, des patterns de graphes, des choses comme ça? Non, ça ne. Regardez. Okay. Merci. Ok, parfait. Merci beaucoup encore une fois.
On va passer cette fois-ci à Alexandre et Iris, donc de Brut. Alors, j'ai donné beaucoup de compléments à Aurélien, je vais demander le double pour Alexandre et Iris, tout simplement parce qu'ils sont deux déjà. Et c'est parti. Le temps qu'on mette en place. Bonsoir à tous. C'est très plaisir de revenir. Toujours un plaisir de venir au sein de ces assemblées autour de product et de la tech sur l'IA générative. Donc moi c'est Alexandre, je suis ingénieur IA et donc je travaille pour Brut et je suis accompagné de Iris. Bonsoir. Moi je travaille pour Brut depuis 2 ans en tant que product manager. Et j'accompagne toutes les équipes, en particulier les équipes de la rédaction, pour les aider à être plus data-driven, mieux utiliser les données, leur fournir tous les outils. Voilà. Et moi, me concernant, la petite particularité, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dans l'IA générative. Et je suis content de vous dire que ces projets qu'on va vous présenter, il y a aussi un autre projet qui m'anime, parce que j'ai lancé la semaine dernière un framework qui permet d'évaluer les LLM sur la langue française spécifiquement. Donc, s'il y a des gens qui travaillent sur des modèles open source spécialisés sur le français ou multilingue, on va en parler au cocktail. On a déjà une quinzaine de modèles qui sont rentrés. Donc, mais ce n'est pas le sujet de ce talk. Aujourd'hui, on est là pour parler d'adaptation supervisée, de co-création d'articles dans le contexte de Brut. Et Iris, je pense que ce serait bien de refaire un petit récap sur ce qu'est Brut, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, voilà. Juste avant de parler de Brut, donc l'équipe data chez Brut, donc il y en a 6 personnes. Donc en plus de nous deux, il y a un head of data, un data engineer, un analytics engineer et un data analyst. Et donc Brut rapidement, donc c'est un média social native, donc on crée des contenus pour les réseaux sociaux sous forme de vidéos. Et on est devenu depuis 7 ans maintenant le média d'une génération. On arrive à toucher à peu près l'ensemble des 18-35 ans en France, mais pas que, puisque Brut c'est aussi un média qui est présent aux États-Unis, en Inde, en Afrique. On a des équipes rédactionnelles pour chacune de ces zones. Et donc sur TikTok, qui est quand même une de nos principales plateformes sociales, on est numéro 1 en France en termes d'abonnés, numéro 2 en Europe, on est bien placé aussi dans le monde. Donc voilà, parmi les médias, Brut est quand même devenu un des leaders pour la création de contenu pour les médias sociaux. Et une des forces de Brut aussi, c'est la confiance qu'on a réussi à créer avec notre audience, avec une confiance dans l'information qu'on partage, qui est beaucoup plus importante que celle que peuvent avoir des médias plus traditionnels. Et donc, l'IA dans le contexte de Brut, c'est forcément, il va s'agir de l'IA pour les contenus, pour la diffusion de contenus. Et donc, on a cette conviction que pour être efficace, il faut combiner l'IA, l'intelligence humaine et artificielle. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est vraiment la seule solution pour que ça fonctionne bien. L'idée, c'est pas de remplacer les humains par l'intelligence artificielle, comme beaucoup de journalistes peuvent l'appréhender, et au contraire de faire des assistants pour eux
pour les aider à mieux travailler et à créer des meilleurs contenus. Donc pour le use case dont on veut vous parler plus particulièrement aujourd'hui, on est parti d'un besoin concret de la rédaction. C'était donc Brut, comme je vous disais, c'était d'abord pour les médias sociaux. Il y a aussi un site, mais qui n'a pas été plus investi que ça toutes ces dernières années. Et donc là, cette année, il y a eu une volonté de développer beaucoup plus ce site. Et donc un des enjeux principaux, c'est démultiplier le volume d'articles. Puisqu'on sait que pour bien se positionner sur Google, le texte est quand même très important. Brut, c'est un média vidéo. Et donc, il y a eu cet enjeu-là, capitaliser sur un volume de vidéos énorme produit tous les jours, pour en faire des articles, pour améliorer le SEO. Et du coup, aussi faire gagner du temps à nos journalistes, pour qu'ils mettent leur énergie dans des choses à plus haute valeur ajoutée que reprendre des vidéos existantes et en faire des articles. Donc c'est pour ça qu'on a voulu développer ce projet d'adaptation de vidéos sous forme d'articles. Je vais vous faire une petite démo de concrètement comment on a mis ça en place. Alors je vais là parce qu'on dépose de temps en temps. Donc on va voir le process d'une fois, je vais le commenter. Donc, en fait, tout commence par un vrai contenu qui a été fait. Donc là, en l'occurrence, on a des vidéos qui sont faites tous les jours. Hein. Donc là, on en voit une, par exemple. Alors bien entendu, là, il n'y a pas le son, mais il y a bien une voix off derrière qui explique, il y a des choses qui se passent à l'écran. Donc comment, en fait, à partir de contenus de qualité qui ont déjà été produits, où nos journalistes ont passé beaucoup de temps et d'énergie à mettre en place, comment, à partir de ça, on pourrait mettre à disposition des journalistes un petit outil en mode assistant qui leur permettrait en fait d'adapter rapidement ce qu'ils auraient pu déjà produire au niveau de leur script lorsqu'ils ont tourné leur vidéo pour le transformer en article textuel. Donc la première étape, c'est de choisir sa vidéo. Donc là, on va partir sur cette vidéo qui traite de la disparition de la mer d'Aral, Kazakhstan. Donc voilà un petit peu notre outil. Alors pour ceux qui sont connaisseurs, on reconnaît tout de suite Streamlit. Donc notre interface Streamlit nous permet déjà dans un premier temps de sélectionner le LLM que l'on va vouloir choisir. Là, pour le moment, on utilise principalement Claude, donc d'Anthropic, mais on a aussi également fait des tests sur des modèles plus customisés, des modèles fine-tunés par nos propres soins. Là, en l'occurrence, la démo, c'est avec un Claude 3.5. On a donc la possibilité en fait de tout simplement donner dans notre outil d'aller donner en fait l'URL qui correspond à notre vidéo. Donc là je vais pouvoir copier-coller l'URL de ma vidéo. Hop, tac. Ça va donc télécharger. En fait, ça va automatiquement en fait nous récupérer tout ce qui était le transcript. Donc on a un transcript qui est en place sur chacune de nos vidéos. Donc avec Gladia, je crois. Donc on récupère donc automatiquement le transcript. Donc là ça nous fait notre contexte. Donc c'est essentiellement en fait ce qu'on entend en fait dans la vidéo. On récupère automatiquement les titres, les headers de notre vidéo, et on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas de simplement donner le contexte du transcript pour pouvoir avoir une compréhension et une richesse dans l'analyse. Et donc on a fait en sorte, en travaillant avec nos journalistes, il y a eu beaucoup d'itérations, de leur donner la possibilité, notamment sur tout ce qui est nom propre, acronyme, de pouvoir eux-mêmes rentrer des noms propres que l'élève pourrait mal comprendre ou pas bien comprendre. Donc là, en l'occurrence, systématiquement, en fait, on revoit la vidéo rapidement et on va pouvoir noter du coup, tout ce qui va être, là en l'occurrence, le nom des personnes qui sont mentionnées. Donc là, il y a le nom de la personne dans la vidéo de la mer d'Aral, qui est uniquement cette personne-là, qui est donc une spécialiste hydrologie et climat à l'UNESCO. Donc je pourrais très bien le faire sans nécessairement mettre ces éléments-là, mais pour nous, ça a beaucoup plus de valeur de forcer l'humain à réfléchir et à mettre des éléments contextuels plutôt que de laisser le soin à la machine de le faire. On va pouvoir ensuite choisir donc la langue pour laquelle on veut écrire notre article. Hein, c'est ça qui est aussi l'intérêt, c'est que ce processus peut être fait dans n'importe quelle langue. Et là, on va pouvoir donc demander à faire une première en fait adaptation à partir du transcript, tout en demandant à faire une optimisation au niveau du SEO. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il va y avoir pas mal d'étapes en fait cachées qui vont se mettre en œuvre
on va avoir déjà une première génération d'un article sur la base du transcript en donnant des règles très formelles, des règles de formatage, des règles d'écriture que nous, brut, sont importantes pour nous. Et en même temps, vous voyez qu'il y a cette notion d'optimiser au point de vue SEO, puisque cet article, ce premier batch d'articles qui vont être générés, va être ensuite envoyé à un outil comme NoRunWriter, qui est l'équivalent de LourTextGuru, qui permet en fait de faire des recommandations sur des domaines spécifiques et donc de donner en fait des listes de mots-clés, des pourcentages aussi de à quel point on va voir figurer certains mots. Et donc le fait d'avoir tout ça, donc il y a beaucoup d'étapes. Là on a un article qui est optimisé, qui nous est proposé et qui va donc vraiment reprendre, si vous voulez, un peu tous les codes qu'on aura mis en place, tout en ayant un enrichissement au niveau de nos scores SEO, puisqu'il y a des communications par API, avec des outils qui permettent d'augmenter et de récupérer des résultats au niveau de la SERP Google. Donc on a un article optimisé, mais là on peut bien voir du coup des éléments qu'on avait mis en l'occurrence sur la personne qui se retrouve ici, donc c'est plutôt rassurant. Donc l'idée c'est que forcément la personne qui fait cet article, c'est la personne aussi qui a créé l'article elle-même, donc c'est la plus à même de pouvoir aussi se rendre compte si il y a potentiellement des hallucinations. On a bien entendu quelque chose qui est en place pour ça. Je vous montre simplement au niveau des recos SEO. Voilà, on récupère du coup par API tout un tas de mots-clés pour les titres, les sous-titres, les bodies, etc. etc. Tout simplement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc l'étape qui est intéressante après, c'est que on va avoir des étapes en fait de feedback et de révision. Alors on peut soit demander à revoir entièrement l'article sur la base d'un feedback entré par l'humain, ou on peut simplement en fait dire bah, ça me parle de la base que tu as fait, mais je voudrais que tu rajoutes des paragraphes en plus pour parler de tel et tel élément en plus, que tu mettes peut-être une FAQ en plus, etc. Et donc là, au niveau du feedback, là j'ai fait je vous mets un exemple très grossier pour que vous voyez le trait. Là, en l'occurrence, j'ai demandé, ok, c'est très bien, mais je vais vouloir écrire, du coup là c'est un article qui parle de la disparition d'une mère, de la mère d'Aral. Donc là, j'ai demandé simplement d'écrire l'article du point de vue de la mère elle-même, en fait, comme si elle parlait à la première personne. Donc en fait, on va avoir ces cycles de feedback qui va nous permettre, en fait, là c'est un exemple très bête, mais dans les faits, les journalistes vont mettre beaucoup de détails, peut-être sur des formulations ou des éléments qu'ils aimeraient mettre un peu plus l'accent. Et donc on va avoir des cycles de révision qui vont être possibles. Donc là, on va pouvoir recliquer. Ça va nous permettre de régénérer un article. Vous voyez ici, donc maintenant, c'est « Je suis la mère d'Aral et voici mon histoire, découvrez le récit ». Donc ouais, on a vraiment ici, qui nous interprète comme si c'était la première personne, c'est bien ce que je lui ai demandé. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple que j'ai fait cela. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a un article réalisé, on peut autant faire de loop de feedback que l'on souhaite. Et à la fin, en fait, on a créé un module qui va nous permettre en fait, de faire un check au niveau des hallucinations potentielles. Et donc, c'est-à-dire que là, on a beaucoup réfléchi, notamment avec nos amis de Phospho, qui sont spécialisés dans l'évaluation de modèles, à voir comment on pourrait au mieux, le risque zéro n'existe pas au niveau des hallucinations, mais réfléchir à un système qui permette en fait de comparer le transcript original, puisqu'il contient la valeur et les informations brutes, par rapport à l'article qui a été généré, et de lister en fait tous les points d'attention en fait pour le journaliste, pour que lui puisse potentiellement pouvoir réécrire derrière, parce que l'idée c'est que en faisant ces hallucinations de check, on utilise en fait ses capacités de l'IA à être un petit peu autocritique sur ce qu'elle a produit. Donc lorsqu'on lance le check au niveau des hallucinations, ça va nous donner donc, tout un tas de résultats. Donc on va avoir les potentielles hallucinations qui ont été détectées. Donc forcément à la base c'est un article là où j'ai demandé une révision, où j'ai demandé à ce que la mère d'Aral écrit à la première personne. Donc forcément il y a plus d'hallucinations que de nécessaire, puisque dans le transcript la mère d'Aral ne s'exprime pas, puisque c'est une mère. Donc on a tout un tas d'hallucinations, et ce qui est intéressant c'est aussi toutes les questions aussi auxquelles il faudrait se poser, les questions qui permettraient de vérifier les faits. Donc non seulement il y a la détection, mais il y a aussi tout un tas de questions, et donc ça en fait ça peut permettre juste à trigger certains warnings lorsqu'on est en train de co-écrire son article en étant assisté par l'IA. Et ça va permettre surtout de pouvoir en fait relancer des cycles de révision jusqu'à ce qu'on obtienne à quelque chose dans lequel on est satisfait.
Donc voilà pour le process un petit peu dans les grandes lignes. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de prompts, il y a du chaîne de prompts principalement, et puis l'utilisation d'API tierces. Si je passe du coup sur la slide d'après. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a sous le capot? En input, on a donc notre transcript de la vidéo, donc c'est du speech to text avec Gladia. On a aussi la possibilité de faire de l'OCR, parce que forcément dans des vidéos il n'y a pas juste de la voix, il y a aussi des choses qui sont affichées à l'écran, donc on peut combiner les deux. Et on va récupérer donc les titres et les sous-titres existants pour notre vidéo qui sont sur les réseaux sociaux. Et ensuite, voilà toutes nos étapes. Donc on va créer un premier résumé, on va essayer d'optimiser d'un point de vue SEO ce premier résumé qui est fait. On va ensuite essayer de détecter le maximum d'hallucinations possible pour donner la possibilité ensuite aux journalistes de pouvoir les corriger, puisque au final c'est lui qui est en train de coécrire. Et l'idée c'est ensuite d'avoir des systèmes de maillage pour pouvoir faire des recommandations d'articles similaires en jouant avec les embeddings, du check au niveau du formatage. On est obligé de suivre des formats très stricts sur les nombres de caractères notamment pour les réseaux sociaux. Donc il y a des systèmes qui ont été mis en place. Et puis toute cette feedback loop de human in the loop pour corriger, pour avoir notre article au format brut, donc qui est donc co-construit. Donc voilà pour l'aspect un peu plus tech, et je vais donc laisser la main à Iris. Si l'ordi veut bien. Ok. Donc les résultats, maintenant qu'on a vu l'aspect tech. Ouais, donc les premiers résultats qu'on a pu avoir, c'est déjà de permettre de tout simplement publier beaucoup plus d'articles, puisque on fait gagner du temps avec cet assistant. Donc déjà on a doublé le nombre d'articles. Ensuite de préserver la performance SEO, parce qu'on avait quand même une journaliste experte SEO qui s'assurait quand elle faisait elle-même le travail manuellement de bien optimiser, et on a réussi à maintenir une performance SEO et une optimisation des articles au même niveau. Et la possibilité de faire ça pour toutes nos rédactions, puisqu'on ne le fait pas que pour la rédaction en France, on peut le faire aussi pour les 3 autres. Donc ça permet encore plus de décupler le volume d'articles publiés et de encore plus capitaliser sur les vidéos existantes. Et tout ça avec un coût assez raisonnable, puisque c'est moins d'1 € par article, à peu près, c'est ce qu'on estime. Et pour conclure, il me semble qu'on avait une dernière slide de conclusion. Ah non, je parlais des aspects de tracing, monitoring et évaluation. Alors bien entendu, nous on est obligé de passer beaucoup de temps en tant qu'ingénieur sur ces sujets-là. Donc le petit hack qu'on a fait, alors bien entendu on va pouvoir traquer grâce à la console search l'évolution des performances de nos articles, mais de manière plus spécifique au sein même du process dont on discutait avant, on a utilisé en fait Phosphos, qui va nous permettre en fait, Phosphos va nous permettre en fait d'utiliser en fait vraiment ce concept de LLM as a judge et de pouvoir en fait créer des tâches spécifiques. Et donc grâce à Phosphos, on va pouvoir évaluer très précisément combien de fois en fait lorsqu'un utilisateur veut créer un article, combien de fois il va faire de demandes de révision, l'augmentation du score SEO, etc., etc. Donc on est vraiment être en mesure capable de savoir combien de temps la personne a mis pour pouvoir créer un article complet, etc., etc. Et donc Phosphos nous permet de faire ça et de pouvoir ensuite faire des déductions de manière plus globale sur soit les pourcentages d'hallucination ou les pourcentages en fait de satisfaction de nos utilisateurs en utilisant l'outil. Donc voilà, c'était assez intéressant là-dessus. Je pense que le sujet de l'évaluation des LLM a des très beaux jours devant lui. Les principaux défis, et c'est notre slide de conclusion, je dirais que moi, sur l'aspect technique, on parle beaucoup donc d'hallucination, etc., comme si c'était vraiment quelque chose qui nous gangrène. La réalité, c'est que comme tout outil tech, on va finir par résoudre ces problèmes-là, ou en tout cas
Je pense qu'on est sur la bonne voie et on a la bonne approche pour pouvoir les résoudre. Je ne parle pas de nous forcément en tant que groupe, mais d'un point de vue plus global au niveau scientifique. Donc on trouve toujours des solutions de contournement et parfois il faut accepter de ne pas tout automatiser. Donc nous on n'est pas dans une logique de full automatisation, on est vraiment dans une logique d'adaptation et de supervision. Donc parfois il faut accepter de réduire le scope, mais je dirais que voilà, un outil reste un outil et on peut trouver des solutions, mais l'enjeu majeur il est bien au niveau organisationnel et je vais laisser Iris conclure là-dessus. Ouais, donc ce qui fait qu'on a réussi à créer l'outil qu'on a créé, et c'est principalement parce que on l'a fait avec les journalistes et du début à la fin en fait. Et tous les allers-retours dont Alexandre parlait, pour en arriver à ce résultat-là, qui n'est pas final et qui va sûrement encore évoluer, mais c'est vraiment les inclure à toutes les étapes pour tester, pour nous faire des feedbacks, pour améliorer et donc les impliquer vraiment tout le temps, et c'est ce qui fait que derrière l'outil les sert réellement et qu'il correspond à ce dont ils ont besoin. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça, et c'est surtout ce change management qu'on a mené depuis des mois qui fait que c'est plutôt satisfaisant comme résultat et que du coup l'outil est plébiscité par les journalistes aujourd'hui. Bien entendu, on pourrait parler on fait beaucoup d'IA chez Brut, on pourrait en parler des heures. Je vous laisse juste pour Thought for Thought, le genre de projet aussi sur lequel on avance avec entrain et avec célérité, tout ce qui va être des sujets d'analyse et de gestion des commentaires. Forcément, on a vu premier en Europe sur TikTok, j'imagine bien les nombres de milliers de commentaires qu'on a tous les jours. Donc des outils pour analyser les commentaires, toutes les cross-plateformes, et puis des outils un peu plus, on va dire, sophistiqués dans la trend du moment, puisqu'on parle beaucoup d'agents, avec notamment une implémentation custom de ce projet open source qui s'appelle GPT Researcher, qui est basé sur une technologie qui est donc LangGraph et qui donc va permettre de pouvoir connecter un LLM à Internet et dans les très grandes lignes utiliser un réseau d'agents pour pouvoir un peu trier à dire les informations qui sont pertinentes. Si vous prenez 30 résultats de recherche, l'agent va être capable de pouvoir faire des corrélations entre les résultats qui reviennent le plus souvent et en déduire que c'est probablement la meilleure information. Donc voilà, on sera aussi à l'écoute si vous avez des questions sur ces sujets-là. Et merci à tous. Merci à Iris pour cette belle présentation. Comme vous le savez, voilà, il y a des questions au cocktail, mais on a le temps pour quelques questions. Est-ce que je vois des mains levées? Ah, Jean-Guy. Attention. Merci pour les deux, c'est super intéressant. Vous avez dit que votre objectif c'était d'améliorer votre SEO au début. Et sur le slide, après vous avez parlé que vous avez réussi à préserver votre SEO. Donc est-ce que publier les articles, ça a eu pas d'impact, sachant que vous avez mis... Alors, effectivement, en fait, là dans la démo que vous avez vu qu'il y avait des éléments de slider sur la gauche qui permettent de pouvoir donner une target de combien on veut augmenter notre score SEO. Donc là, la target, je l'avais laissée la même, donc je n'ai pas demandé à ce qu'il fasse des augmentations du score SEO. C'est pour ça que le score n'avait pas bougé. Et si j'avais demandé en fait d'essayer de viser une target de plus 10 points d'incrément sur le score SEO, en fait, notre outil aurait eu la possibilité, en fait, avec un certain nombre de runs prédéfinis à l'avance, de dire bah voilà, tu as 3 itérations pour essayer d'augmenter de 10 points en fait ta note sur ton score SEO. Ok, ça marche. Merci. Très bien. Est-ce qu'on a... Ah, ouais. Mais effectivement, enfin, le score SEO, c'est un nice to have. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est le contenu journalistique en lui-même. C'était intéressant pour nous d'essayer d'ajouter cette dimension en plus du SEO, mais les premières itérations sur lesquelles on a bossé, on n'avait pas cet enjeu de SEO. On essaie différentes approches. Bonsoir, merci pour la présentation. Ma question c'est, dans les débuts des années 2000, j'ai travaillé sur un système de reconnaissance automatique de la parole, donc on avait besoin de transcription
transcription. Et pour aider le travail des transcripteurs, on avait mis en place de la complétion automatique. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que la complétion automatique, ça nous augmentait le taux d'erreur des transcriptions à cause du biais de confirmation, l'humain étant confirme ce qu'il voit. Est-ce que vous avez regardé si dans les textes qui sont produits, il y a des biais de ce genre? Il y a des choses de cet ordre-là qui émergent de la part de la façon dont les journalistes écrivent ou peut-être valident des choses qui leur sont induites par le modèle. Alors effectivement, il y a forcément des biais, parce que déjà, je peux le dire, il n'y a aucune assurance qu'un LLM puisse comprendre des noms propres, spécifiques, etc. Donc forcément, déjà, il peut y avoir des erreurs qui peuvent être assez dramatiques, d'où les étapes qu'on a mis en place nous, pour pouvoir contrôler ça. Après, sur l'interprétation des résultats par les journalistes dans un contexte de biais de réponse que pourrait donner l'IA, on sensibilise là-dessus, mais pour nous, c'est, entre guillemets, pour le moment, des transcripts assez bêtes et méchants. Par contre, il y a eu des vrais enjeux pour nous qui sont à penser pour le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien, on a des outils qui permettent de faire de la transcription automatique, mais on ne sait pas forcément qui a dit quoi, à quel moment. Donc là, ça a été tout un gros travail pour nous pour essayer de combler cet élément-là, mais c'est vrai que si on se dit que c'était à refaire, on voudrait que demain, les scripts que nos journalistes nous fournissent soient comme ce que vous avez dans du théâtre, avec les didascalies, qui a dit quoi exactement. Ça aiderait grandement en fait à réduire ces problèmes qu'on peut observer. Mais voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation et merci pour cette question que je trouve hyper intéressante et qui m'amène une question bête et candide de plomberie. J'imagine qu'avant qu'une vidéo soit parue, le script qui est lu en voix off est validé par une rédaction. Pourquoi, à la place de payer Gladia et d'aller faire un transcript par l'IA, on ne récupère pas le script qui a été écrit, enregistré et posé quelque part? Parce qu'il n'y a pas, ça aurait été bien, mais il n'y a pas en fait un script qui est hyper propre, hyper carré et qui correspond à la virgule près à ce qui est réellement dit pendant pendant la vidéo, pardon. Puisque en fait les journalistes ils travaillent, c'est leur manière de travailler, en fait ils vont se mettre en grande ligne ce qu'ils vont dire et derrière en voix off ils vont commenter, voilà. Mais ça va pas être fait préparé parfaitement en amont pour qu'on puisse l'exploiter. Ouais, je pense qu'on doit avoir peut-être plus d'une centaine de journalistes, si on prend tous les rédacs, chacun des façons de travailler très différentes, et c'est avant tout de la vidéo. Et donc là, c'est un changement aussi de paradigme, de dire, maintenant c'est la vidéo plus le texte qu'il faut avoir en tête, donc c'est aussi le temps de faire bouger un peu les pratiques et les lignes là-dessus, et d'essayer de standardiser un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi, avant tout et surtout, du travail au niveau organisationnel, plus que d'un point de vue tech. Je pense que cette soirée a démontré que des use cases IA génératives, il y en avait plein qui décident envie d'un peu de creuser, mais souvent c'est au niveau de l'organisation et l'humain ce qu'il faut vraiment mettre le plus d'efforts. Et ça commence à porter ses fruits pour notre organisation, donc on est content et on passe à l'intérieur. Bravo. Merci beaucoup. Sur ce, la partie présentation est terminée. Je voudrais remercier énormément les speakers qui ont fait un travail incroyable. En très peu de temps, ils ont fait ces slides, ils ont envoyé à l'avance. Hier. 2 semaines avant. Et franchement, c'est très cool d'avoir ce talk. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, la partie suivante, ça va se passer au 3e étage. On a préparé un buffet et des pizzas qui vont pas tarder à arriver. Et avant, juste qu'on descende tous, je passe encore le micro à Maxime qui va nous annoncer les résultats du tirage au sort. Du coup, les 4 gagnants de ce soir sont Loïc Dvorzak, que je vois souvent, il est où Loïc? Coucou Loïc, voilà, ta fidélité au meet-up est récompensée. Céline Savary, je ne sais pas où tu es Céline, voilà, bravo. Harry, bien joué. Et Nabila Moumen, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, bravo. Bravo à vous 4.
J'ai juste besoin de vos emails et puis on peut se retrouver tout de suite à l'apéro. Merci à tous.